Bienvenue dans cette troisième et ultime partie de la rétrospective consacrée à l'acteur sud-coréen Han Sung-ki. On avait déjà couvert de ses débuts en tant qu'enfant acteur, donc dans les années 50, fin des années 50, jusqu'à l'année 2004, à travers donc les deux premières parties de la rétrospective. Et ici, on va couvrir donc de l'année 2005 jusqu'à aujourd'hui, puisque encore aujourd'hui, Han Sung-ki est relativement actif dans le cinéma sud-coréen et également un petit peu, même si de manière moindre, dans le cinéma international. Donc on va continuer directement avec l'année 2005, avec un réalisateur qu'on a déjà vu dans la deuxième partie de la rétrospective, à savoir Lee Myung-se. Et en l'occurrence, ici, c'est pour un film qui s'appelle Duelist. Duelist, c'est l'histoire de deux policiers durant la dynastie Choson, la dernière dynastie coréenne. Deux policiers donc qui sont joués par Ah Ji-won et Han Sung-ki et qui enquêtent sur un trafic de fausses monnaies. Si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on avait dit dans la deuxième partie sur Lee Myung-se, avec Sur la trace du serpent, il avait vraiment réussi à quasi révolutionner, en tout cas à donner un certain coup de fouet à une forme de polar sud-coréen qui l'a permis d'entrer dans la phase moderne des années post-2000. Et bien, en fait, il essaye d'appliquer à peu près la même chose, le même traitement avec Duelist au côté film en costume, un peu type wuxia. Et il le fait donc avec exactement la même façon de procéder, à savoir donc avec une réalisation et un montage extrêmement travaillé, extrêmement dynamique, qui essaye de toujours avoir des nouvelles idées visuelles. Et il le fait également avec les mêmes inconvénients, avec les mêmes défauts, j'ai envie de dire, puisque là où Sur la trace du serpent avait un scénario assez basique, c'est également le cas de ce Duelist qui ne va malheureusement pas chercher bien loin en termes scénaristiques. Alors précisons quand même que à la base c'est l'adaptation d'un manhwa, donc d'un manga sud-coréen, qui a été ensuite adapté en série télé avec un certain succès, avec Ah Ji-won également dans le rôle principal. Et donc là, c'est la version encore supérieure, donc la version cinéma de cette histoire, et qui est proposée ici par Lee Myung-se. Autant cette idée de vouloir faire quelque chose de très visuel, de très dynamique, ça avait bien marché sur la trace du serpent, autant je trouve sur Duelist, ça commence un petit peu à souffrir de la perte d'originalité quelque part de la démarche. Là où vraiment sur la trace du serpent, il y avait toute une démarche bien pensée de la part de Lee Myung-se, il y avait vraiment un travail de tous les instants. Ici, on sent qu'il est quand même un petit peu dans les pas justement de cette réalisation précédente et qu'il y a finalement moins d'idées que ce qu'il y avait sur la trace du serpent. Alors ça ne veut pas dire pour autant que c'est mauvais, parce que il y a quand même tout un tas de trouvailles visuelles qui sont quand même présentes et qui sont intéressantes. Tout particulièrement sur les combats en fait. Il y a plusieurs combats qui sont présentés avec Ah Ji-won et le principal antagoniste, un antagoniste un petit peu romantique. Et les séquences de combat entre les deux sont en fait assez proches à la fois d'une chorégraphie de danse et d'une sorte de rituel amoureux animal. Donc ça donne effectivement quelque chose d'assez original et d'assez étonnant à l'écran qui marche plutôt bien. Et il y a tout au long du film des idées comme ça, des séquences qui marchent plutôt bien parce que effectivement il y a une démarche visuelle relativement originale et assez forte. Il y a également une petite séquence de combat avec Han Sung-ki dans une auberge qui est vraiment avec un éclairage très limité juste à travers les fenêtres qui laissent passer un peu de lumière, tout le reste est sombre. Donc évidemment ça donne quelque chose d'assez joli à l'écran. Et donc il y a toujours ça qui permet de sauver le film, mais c'est, comme je l'ai dit, un petit peu moins original, un petit peu moins poussé que Sur la trace du serpent, et puis ça souffre toujours du même problème, à savoir donc d'un scénario assez minimaliste et qui peine à pouvoir vraiment tenir notre attention durant l'intégralité du métrage. Donc c'est un petit peu la limite de Duelist, qui a quand même
suffisamment de qualité, j'aurais tendance à dire, pour que on y jette un coup d'œil. Si vous avez aimé Sur la trace du serpent, il y a de bonnes chances que vous aimerez cette démarche à nouveau. Si par contre vous avez été allergique au polar de 1999, il y a très peu de chances pour que vous aimiez ce dueliste, puisque c'est exactement le même principe. Ansuki, comme je l'ai dit, il joue un des policiers, mais alors c'est plus le sidekick comique, là où le personnage principal est celui joué par Ji-won. C'est assez étonnant de le voir dans ce rôle, parce que il est tout le temps à parler, il est très bavard, tout le temps à faire des blagues, ou voire à avoir des attitudes un peu étranges dans sa manière de marcher ou de se conduire. Mais ça marche plutôt bien, ça donne une dynamique assez sympa avec Ji-won, même si c'est très loin d'être le cœur du récit, hein, on est plus sur l'espèce de romance impossible entre Ji-won et son espèce d'alter ego maléfique. Mais quand même, sa prestation est sympa, et c'est rigolo de le voir que même quand il travaille régulièrement avec les mêmes réalisateurs, que ce soit Bae Chung-ho, que ce soit Lee Myung-se ici, et ben à chaque fois il joue les personnages quand même très différents, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et donc une prestation assez satisfaisante de sa part pour un film qui est quand même intéressant, mais où on sent que cette espèce de démarche de Lee Myung-se commence à atteindre ses limites. Et d'ailleurs, je crois que le film n'a pas dû marcher, puisque, à ma connaissance, c'est le dernier film de Lee Myung-se. C'est peut-être dommage qu'on lui ait pas donné la possibilité de continuer et peut-être de partir dans d'autres directions, mais en tout cas, ça marque la fin de ce réalisateur de la période 80-90, encore un, qui n'a pas réussi complètement sa transition dans le cinéma coréen des années 2000. En 2006, Han Sung-ki est à l'affiche de Hanbando, réalisé par Kang Woo-suk, donc le réalisateur du très bon Silmido. Alors autant Silmido était très bon, autant ce Hanbando ne l'est pas du tout. C'est un désastre total, ce film. Si vous avez suivi la nouvelle vague du cinéma coréen du début des années 2000, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un certain nombre de films assez nationalistes, un petit peu boursouflés, qui apparaissaient régulièrement sur les écrans. Je pense ici tout particulièrement à 2009 Lost Memories. Et bien avec Hanbando, on est complètement dans ce registre. On est dans une œuvre ultra-nationaliste. Alors pourtant un ultra-nationaliste de gauche ici, mais je vais aller un petit peu plus loin. Alors qu'est-ce qui se passe dans Hanbando? En fait, Han Sung-ki est le président de la Corée, donc il a continué dans ce sillon après le succès du romantique président du deuxième épisode de la rétrospective. Mais alors là où il était tout charmant et romantique, donc dans The Romantic Président, ici il est vénère parce que il est en train de réussir à faire un rapprochement crucial entre Corée du Sud et Corée du Nord à travers la création d'une ligne de chemin de fer entre les deux pays. Mais il est contrecarré par le Japon qui dit que une telle ligne de chemin de fer, c'est eux qui ont les droits dessus, et qu'ils ne veulent pas que ça se fasse parce qu'ils veulent empêcher le développement de la Corée, la réunification et la possibilité d'avoir donc une Corée puissante et triomphante, puisque les Japonais sont toujours extrêmement jaloux de la Corée et veulent toujours essayer de la pousser vers le bas. Il y a carrément des menaces d'intervention militaire. C'est la merde donc. Et notre ami Han Sung-ki, lui, il pense que les Japonais sont en train de le tromper, qu'en fait ils n'ont pas le droit sur cette fameuse ligne de chemin de fer parce que le précédent, le dernier roi coréen qui avait soi-disant signé ce contrat l'aurait fait avec un faux sceau impérial et par conséquent ça n'avait donc aucune valeur, et donc ils vont essayer de faire en sorte de trouver de prouver l'existence de ce faux sceau impérial pour faire en sorte de montrer que les Japonais sont en train de les manipuler et de pouvoir ainsi mener jusqu'au bout cette unification entre Nord et Sud. Voilà, donc un concept déjà très étrange qui est basé sur quasiment rien, hein. Enfin, je veux dire, c'est totalement fictionnel, hein.
Mais c'est représentatif en fait d'un certain mode de pensée d'une partie de la gauche coréenne et d'une partie également de l'extrême droite sud-coréenne. Il faut comprendre qu'il y a toute une frange de ces orientations politiques en Corée du Sud qui estiment que la possibilité de réunification entre la Corée du Sud et la Corée du Nord est réelle et que ce sont en fait les Japonais et les Américains qui empêchent de faire en sorte que cette réunification ait lieu pour diverses raisons, que ce soit des intérêts stratégiques et économiques. Et par conséquent, là, on a vraiment l'incarnation cinématographique de ce courant de pensée où il est dressé un parallèle très clair entre la fin de la dynastie Joseon, qui a mené à la colonisation japonaise, et la situation contemporaine de la Corée du Sud, donc en 2006, quand le film a été fait, avec donc cette idée que le Japon est toujours en train de faire en sorte d'empêcher le développement économique de la Corée du Sud, le développement économique, politique, enfin de tous les aspects. Donc c'est exactement donc ce qui est démontré ici de manière extrêmement lourde, de manière extrêmement douteuse, puisque autant on peut effectivement reprocher beaucoup de choses au Japon durant la période de colonisation de Corée du Sud, autant après ça, on peut pas vraiment dire que le Japon a beaucoup exercé de pression sur la Corée du Sud ou l'a vraiment empêché de se développer. En réalité, d'ailleurs, c'est le contraire. Le Japon a pas mal contribué au développement économique de la Corée du Sud, en tout cas durant la période de Park Chung-hee. Donc tout ça, c'est une espèce de fable ultranationaliste extrêmement désagréable, qui est en plus montrée ici de manière très pompière à travers des longs tunnels de dialogue très sentencieux. C'est très désagréable comme film, vraiment, c'est mauvais, de bout en bout. En termes de réalisation, c'est lourd. En termes d'interprétation, c'est lourd. Han Sung-ki, évidemment, est assez pompier lui aussi. Alors je pense pas que ce soit forcément lié à lui proprement dit, à sa prestation, c'est parce que tout le monde est au diapason, et je pense que ça tient vraiment à la réalisation et aux instructions de Kang Woo-suk. Enfin vraiment le but est de faire quelque chose d'ultra sérieux sur cette base extrêmement douteuse, et résultat tout le monde se la joue très sérieux, mais vu que c'est extrêmement improbable de départ et que c'est donc douteux en termes de message, le résultat est assez désagréable à tous les niveaux. À la limite, si on veut sauver quelque chose, j'aurais tendance à dire que la reconstitution de la fin de la dynastie Joseon avec l'assassinat de l'impératrice, ou de la reine, c'est une reine je crois. J'ai toujours du mal ça avec la Corée du Sud à savoir si c'est une royauté ou un empire, donc j'ai toujours tendance à me mélanger entre roi et empereur. Bon, vous me corrigerez le cas échéant, il me semble que c'est royauté. Et donc là c'est la reine qui est assassinée, donc qui a réellement eu lieu, qui est un événement historique réel pour le coup. Donc ça, cette partie-là, à la limite, je trouve que c'est pas trop mal fait, et pour le coup, c'est légitime de montrer effectivement ce qui a été fait et de faire une critique des Japonais et qui l'ont fait, même si ça met de côté, il me semble, également la participation de certains collaborateurs coréens, qui a été également réel. Mais bon, encore une fois, on est dans un espèce de fantasme ultra-nationaliste coréen, donc il ne faut pas s'attendre à la moindre subtilité ici. C'est très grossier, c'est très pompier, voilà, quelques petits éléments à la limite sauvables, mais il n'empêche que, in fine, ce Hanbando est un désastre complet sur toute la ligne. C'est pas pour autant la plus mauvaise prestation de Han Sung-ki, moi j'en reviendrai plus à des trucs type Gagman par exemple. Mais voilà, ça n'est pas un film recommandé. À la limite, c'est intéressant en tant qu'expression politique d'une certaine partie de l'opinion publique et politique sud-coréenne. Mais sorti de ça, aucun intérêt. En 2006, toujours là où l'ami Han Sung-ki était dans une œuvre ultranationaliste, il continue également
sa carrière internationale avec une coproduction assez complexe, puisqu'on a à la fois Hong Kong, la Corée du Sud, la Chine, et ça se base sur une histoire japonaise. Donc il s'agit de Battle of Wits, réalisé par Jacob Chung, adaptation du manga Stratège, manga qui lui-même est adapté d'une série de livres japonais, qui se passe durant la période des royaumes combattants en Chine. Il faut savoir que au Japon, il y a tout un courant littéraire, mais aussi cinématographique d'œuvres se passant en Chine. On a par exemple eu le film The Great Wall, la Grande Muraille, le titre français de ce film de la Dai, je crois, si mes souvenirs sont bons, avec Shintaro Katsu dans les années 60. Enfin, il y a un certain nombre de films japonais comme ça qui se passent dans la Chine ancienne. Et là donc, ça a été réalisé par Jacob Chung, qui est un réalisateur hongkongais, qui est d'ailleurs un excellent réalisateur. Ça fait partie de ces très bons metteurs en scène qui, encore aujourd'hui, ne sont pas suffisamment reconnus, à mon humble avis, du public et de la critique. Je mets dans la même catégorie des gens comme Laurence Hamon. Jacob Chung, c'est quelqu'un qui est plus orienté réalisateur social, réalisateur auteur en quelque sorte. C'est à lui qu'on doit des films comme Last Nuke in China, Cageman, The Kid avec Leslie Chung, donc des films assez orientés sur la situation sociale de Hong Kong. Et effectivement, Battle of Wits marquait une certaine rupture dans sa carrière, puisque là c'était un gros budget type blockbuster en costume avec de l'action. Donc c'était quelque chose de relativement différent par rapport à ce qu'il avait fait jusqu'ici, même s'il avait déjà fait un petit film d'action assez sympa qui s'appelle Lover's Tears avec Nai Singh et Nina Lee, produit par Sammo Hung. Mais bon, c'était avec un budget considérablement moindre. Ici, donc, comme je l'ai indiqué, ça se passe durant la période des royaumes combattants. Un des royaumes va envahir un autre. Et un stratège, joué par Andy Lau, va se présenter dans la ville qui est à l'avant-front de cette possible invasion. Il va proposer un certain nombre de techniques pour essayer d'éviter, enfin en tout cas de délayer la possibilité de cette invasion. Le chef ennemi est joué par Han Sung-ki. On a un casting d'ailleurs assez 4 étoiles, puisque en plus de Andy Lau et de Han Sung-ki, on a Fan Bingbing, on a Chin Suho, on a un petit rôle de Wuma également, donc un casting plutôt classe. Le film d'ailleurs dans son ensemble est vraiment classe, il y a vraiment de la gueule, avec une reconstitution historique très bien foutue, avec une belle photographie, avec une réalisation travaillée de Jacob Chung. On a également Kenji Kawai qui est à la musique. Lui donc qui visiblement a fait les deux grosses coproductions de cette nature, puisque durant la même période on avait eu droit à Seven Swords de Choi Ark, qui lui aussi était une coproduction entre Corée du Sud, Chine et Hong Kong. Donc belle équipe technique, beau casting, pour un film qui est un bon film, mais sur lequel je ne peux pas m'empêcher d'avoir quelques réserves. En l'occurrence, je trouve que pour un film qui est censé, qui adapte un manga qui s'appelle Stratège, je peux pas m'empêcher de trouver que les stratégies sont finalement assez réduites. Alors il y a des éléments stratégiques, des idées qui sortent un petit peu du lot afin de pouvoir gagner les batailles. Certes, c'est bien de ce point de vue-là, mais j'aurais bien aimé avoir des vraies stratégies militaires en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui manque constamment dans ces espèces de gros films qui se veulent épiques. On a à chaque fois des grosses armées qui se rendent dans l'art sans la moindre subtilité stratégique. Et alors là, c'est un peu moins le cas, comme j'ai dit, parce qu'il y a quand même quelques idées, quelques pièges, quelques trucs. Mais ça manque quand même de formation militaire, de choses comme ça, qui pourtant ferait sens et qui donnerait quelque chose, à mon avis, de plus intéressant à l'écran que cette espèce de technique bravart où tout le monde se rentre dans l'art. Mais bon, ça fait partie d'une critique que je fais depuis des années par rapport à ces gros films militaires. Il n'empêche que
tout est fait très sérieusement et tout est bien fait dans Battle of Wits, donc ça reste un bon film. Qu'on a également la petite touche de Jacob Chung avec une espèce de dénonciation de la cruauté de la guerre, du côté inhumain de la guerre, ce qui n'allait pas forcément de soi dans un film de cette nature, qui a tendance toujours un petit peu à glorifier ce type d'affrontement et l'héroïsme, mais là il y a quand même ce petit côté un peu plus autorisant qui vient de Jacob Chung et ce côté un petit peu critique qui à mon avis est bienvenu et qui permet au film donc d'être un peu plus que une œuvre basique, une espèce de gros film boursouflé, tendance affrontement d'armée. Il y a un peu plus d'humanité que ça. Après, on peut peut-être aussi regretter que le personnage d'Andy Lau ne soit pas un peu plus développé en soi. Il est un petit peu lisse comme héros, mais il est très bien, l'acteur en tout cas est très bien dans le rôle, très convaincant. Han Sung-ki est également très bien dans le rôle du général ennemi. Il fait un excellent taf. Il est doublé en ce qui concerne sa voix, par contre, c'est un petit peu dommage, mais bon, il y a quand même beaucoup de dialogues. Je pense qu'il aurait eu du mal à les dire en mandarin, donc c'est logique. Mais en tout cas, il a la tête de l'emploi, il a l'attitude. C'est quand même sympa de voir Han Sung-ki être confronté directement durant une partie de Go, je crois, à Andy Lau, enfin de voir ces deux icônes d'un cinéma coréen et hongkongais être ensemble à l'écran, c'est quand même plutôt cool. Donc c'est un film de qualité, encore une fois, je ne veux pas me montrer trop critique et tirer trop vers le bas Battle of Wits, parce que je pense que c'est vraiment un film de qualité. C'est juste que par rapport aux gens impliqués, par rapport au sujet de base, j'avoue que j'avais tendance à penser que ça délivrerait quelque chose d'encore supérieur. Mais il n'empêche que c'est un bon film et que si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un film qui est très recommandé. On passe à l'année 2007 avec un film qui s'appelle May 18th, qui fait référence en fait au massacre de Gwangju. Donc si vous connaissez l'histoire un peu coréenne, vous êtes certainement au courant de ce massacre qui eut lieu au début de l'année 1980, si je ne me trompe pas, qui faisait suite à la mort de Park Chung-hee, donc le dictateur de près de 20 ans de la Corée du Sud, et à la prise de possession du pouvoir par un autre général, Chun Doo-hwan, et qui a donné lieu évidemment à tout un tas de protestations, dont à Gwangju qui se trouve dans le sud-ouest de la Corée du Sud. Manifestations à Gwangju qui ont été réprimées extrêmement violemment par un bataillon de parachutistes qui avait été déployé sur place et à qui on avait dit qu'il y avait une espèce d'insurrection communiste. Donc résultat, ils ont tapé dur, très très dur, avec un certain nombre de morts et de blessés. Ça a encore plus galvanisé les gens de Gwangju et ça a donné lieu à une véritable insurrection. Les citoyens de Gwangju ont pris les armes, ont réussi à faire partir l'armée sud-coréenne, mais celle-ci évidemment a entouré et a cerné la ville et a fini par intervenir militairement et éliminer une partie des insurrectionnistes. Tout ça en essayant évidemment de limiter au maximum la communication avec le reste du pays, en présentant ça comme une révolte de partisans nord-coréens. Et tout ça, donc ça a été réprimé dans le sang. Malheureusement pour Chun Doo-hwan, il n'a pas vraiment réussi totalement à contrôler l'information. Ça a quand même réussi à fuiter par divers moyens, et si bien que le grand public sud-coréen a été mis au courant du massacre qui a eu lieu à Gwangju. Et ça a été une épine dans le pied du pouvoir de Chun Doo-hwan pendant des années, pendant tout son service en tant que président de Corée du Sud. Et on considère que c'est un des événements fondateurs du mouvement démocratique sud-coréen. Donc c'est un événement très important et qui a déjà fait l'objet d'un certain nombre de films autour de ce sujet, des films très forts d'ailleurs, on pense à Petal, qui est excellent. Plus tard, on a eu des films comme Taxi Driver. Enfin, c'est quelque chose qui est régulièrement revisité par le cinéma sud-coréen, puisque c'est un événement capital dans le parcours démocratique du pays.
Et May 18th, donc, lui raconte spécifiquement ça, donc les débuts des manifestations, l'insurrection et son résultat final. Et donc logiquement, si vous vous souvenez, quand j'avais parlé dans la vidéo sur mes films coréens favoris, j'avais indiqué que le cinéma coréen n'était jamais meilleur que quand il parlait de ce sujet, soit de sa séparation avec la Corée du Nord, soit de son parcours démocratique particulièrement difficile. Donc en soi, May 18th devrait être un bon film. Malheureusement, on a une moitié de bons films et une moitié de mauvais films. Et à quoi ça tient? Ça tient en fait à une tendance assez lourde qu'avait le cinéma sud-coréen de cette période du début des années 2000, qui était de traiter ces événements réels, ces événements politiques, historiques, en intégrant une grosse dose de comédie. Et c'est ce qui a été fait ici par le réalisateur. On a des personnages clairement estampillés, comiques, qui sont une espèce de gros gaffeurs, qui n'arrêtent pas de s'envoyer des vannes. Et à côté de ça, on a des personnages sérieux qui se chargent de l'insurrection, qui prennent les armes contre le pouvoir sud-coréen. Et il y a ces deux tendances qui se mélangent de manière, à mon avis, absolument pas harmonieuse. Ça nuit considérablement à l'impact dramatique des événements qui sont proposés ici, et c'est donc complètement contre-productif de mon point de vue, et ça fait un film assez frustrant à regarder. Han Sung-ki, lui, c'est vraiment la caution sérieuse, on va dire, du film, puisqu'il joue un ancien militaire qui va rejoindre les rangs de l'insurrection, partiellement basé sur des personnages réels, a priori, puisqu'il y avait eu effectivement quelques anciens militaires qui avaient rejoint l'insurrection, même si a priori il n'y en avait pas eu un qui avait joué un rôle aussi proéminent que celui qui joue ici dans le film, donc il y a quelques libertés qui sont prises de ce point de vue-là, mais en tout cas dans sa partie reconstitution des événements de Gwangju, le film est plutôt correct, c'est pas mal foutu, c'est un peu lourd dans l'emphase, hein, ça fait pas dans la subtilité, ça manque peut-être un petit peu d'intelligence dans la réalisation, dans la façon de faire, mais l'essentiel est là. Après, comme je le dis, c'est parasité par tout cet aspect comique omniprésent. Et donc Han Sung-ki, il prend les armes, il est motivé, il fait ce qu'il peut pour défendre ses idéaux démocratiques. Donc il est très bien de ce point de vue-là, mais il n'est pas servi correctement, à mon humble avis, par l'angle d'attaque qui a été choisi par le réalisateur. Et c'est vraiment dommage. Par conséquent, à mon avis, si vous voulez revisiter les événements de Gwangju d'un point de vue cinématographique, il y a d'autres films qui font le travail de manière beaucoup plus intéressante, mais de toute façon, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir dans de futures vidéos, donc on aura bien l'occasion d'en rediscuter. On passe à un film de 2008, The Divine Weapon, de Kim Yoo-jin. The Divine Weapon, qui a un autre titre d'ailleurs en français, je crois que c'est Les Foudres de Dieu ou un truc comme ça, et qui est un film en costume sur la création des Singijeon, alors je dois écorcher le terme, qui est en fait un espèce d'ancêtre des Katyusha soviétiques, donc des espèces d'orgues de Staline un petit peu médiévaux, et qui vont servir ici face à une invasion chinoise. Alors, on est en fait en plein avec ce film dans l'espèce d'éternel bisbille qu'il y a entre la Corée du Sud, la Corée de manière générale d'ailleurs, et la Chine pour savoir qui a inventé quoi. Si vous allez en Corée, que ce soit du Nord ou du Sud, vous allez souvent entendre le fait que tel truc a été inventé par la Corée et pas par la Chine. Et à l'inverse, vous avez également, mais de manière un petit peu moins prononcée quand même, faut être honnête, en Chine, le même principe pour dire que c'est nous qui l'avons inventé en premier, c'est pas les Coréens. Dans la réalité historique, il faut bien reconnaître que de manière générale, les Chinois ont un petit peu plus raison à ce niveau que les Coréens, et qu'effectivement la plupart des trucs ont quand même été inventés davantage de leur côté que du côté de la Corée. Mais à travers cette bisbille, en réalité, qu'est-ce qu'on a? On a un affrontement nationaliste, politique, on va dire, entre les deux pays, à vouloir être totalement autonome
les uns des autres, à avoir cet aspect nationaliste, donc où chacun, on était déjà créé en tant que pays avec une unité spécifique, ethnique, culturelle, tout ça, par rapport à l'autre, et que finalement, on n'a pas été créé en partie grâce à cette influence venant de l'extérieur, alors qu'en réalité, tous les pays, tous les endroits ont été créés à travers ce type d'échange culturel. Mais voilà, dans le cadre des États-nations qui s'est imposé depuis maintenant 1 ou 2 siècles, c'est difficile à accepter, et donc on a ce type de bisbille assez régulièrement. Alors, avec la Chine et la Corée, mais également avec le Japon. Enfin, c'est très fréquent à travers l'Asie, malheureusement. Mais il se trouve que sur ces espèces d'orgues de Staline version médiévale coréenne, il semblerait effectivement que ce soit pour le coup les Coréens qui l'aient inventé en premier. Bon, donc il faut rendre à César ce qui est à César. De là à en faire un film, moi, je suis assez peu convaincu par le métrage, je dois bien le dire. Qui a une belle direction artistique, c'est vrai, visuellement c'est pas mal, costume, localisation, reconstitution de manière générale de la période historique, c'est plutôt réussi, mais je trouve que le film est très long et très plat, ça manque de vie, ça manque d'une vraie étincelle, ça ne va pas guère plus loin que cette espèce d'idée de revendiquer le fait que ce soit les Coréens qui aient inventé ça, et que donc faire une sorte de démonstration qu'il y avait déjà une identité coréenne bien affirmée durant cette période, qui encore une fois est quelque chose d'assez douteux, d'assez discutable pour le moins. Mais voilà, ça va guère plus que ça, et puis on a à nouveau les bonnes vieilles grosses batailles type grosse mêlée, dont je me plaignais juste avant avec Battle of Wits. Et ben là, bingo, hein, on a exactement la même chose, et donc je ne peux pas empêcher de trouver ça regrettable sur bien des points. C'est pas mal fait de manière générale d'un point de vue visuel, d'un point de vue professionnel, mais ça manque d'âme, ça manque de personnages vraiment intéressants, et au final ça mérite tout au plus une vision un petit peu polie, mais ça n'imprimera pas vraiment votre cerveau de cinéphile, à mon humble avis. Han Sung-ki, lui, il a un rôle extrêmement réduit, hein, c'est quasiment un caméo de luxe, puisqu'il joue le roi de Corée. Il a une jolie barbe poivre et sel. Voilà, il est bien, hein, je veux dire, il est très bien dans ce type de rôle avec une certaine autorité, mais comme j'ai dit, c'est du caméo, il apparaît vraiment moins de 2 minutes, il me semble, hein, donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Pour un film sur lequel, lui non plus, il n'y a pas grand-chose à en dire. On passe à un film totalement différent qui s'appelle Fair Love, réalisé en 2009 par Shin Yeon-sik, et qui est en fait une histoire d'amour entre Han Sung-ki, qui est un petit réparateur d'appareils photo argentique qui a été arnaqué par un de ses amis, et cet ami est en train de mourir, et sa dernière volonté, c'est que Han Sung-ki prenne soin de sa fille. Alors après, il semblerait que Han Sung-ki va prendre cette instruction un peu trop à cœur, et il va y avoir une relation qui va se développer entre lui et la fille qui elle est en milieu de vingtaine, qui est en train de terminer ses études. Et voilà, et c'est ça le concept, donc une histoire d'amour avec une différence d'âge entre les deux personnages principaux. Vous vous souvenez peut-être que sur la deuxième partie de la rétrospective, j'avais été un petit peu surpris de la différence d'âge dans les personnages de Art Museum by the Zoo. Mais là, pour le coup, c'est vraiment au cœur du récit, donc on peut pas fauter le réalisateur à ce niveau, il l'a vraiment mis dans le centre de son intrigue, et de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Malheureusement, la manière dont il traite ce sujet est hélas assez artificielle et un petit peu superficielle, je trouve, parce que le scénario fait vraiment tout pour que les deux personnages se mettent en couple, et de manière absolument pas naturelle, je trouve en tout cas, puisque dès le début, dès qu'ils se voient, tout de suite, on comprend que la fille est intéressée par Han Sung-ki, mais on comprend pas vraiment pourquoi, quoi.
Il y a quand même une grosse différence d'âge, ils se connaissent à peine. Alors oui, elle est un petit peu à côté de la plaque, certes, mais enfin, il faudrait quand même qu'il y ait une petite période où ils se tournent autour, ou qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait des vrais sentiments qui se développent, qu'on puisse voir cette relation être en train de se mettre dans ces directions, plutôt qu'avoir cette espèce de Deus ex machina qui veut que les deux personnages soient ensemble parce qu'autrement il n'y a pas d'histoire, et voilà quoi, hop, débrouillez-vous avec ça. C'est absolument pas naturel, et ça nuit à la réalité du couple qui est devant nos yeux, et ce qui nuit également à la réalité de ce couple, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'alchimie entre Han Sung-ki et l'actrice principale, et ça évidemment c'est un problème à tous les niveaux. On a du mal à croire à cette romance, on a du mal à croire au sentiment amoureux qui est censé unir ces deux personnages malgré toute la difficulté que peut générer la différence d'âge, surtout d'un point de vue social, puisque tous les gens, enfin une bonne partie des gens autour des deux personnages sont critiques envers cette relation. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt correctement traité, mais vu que le couple n'est jamais crédible, ben ça marche pas vraiment au final. C'est d'autant plus dommage que Han Sung-ki, lui, il est vraiment bien dans le rôle, il est très impliqué, il est motivé. Je trouve qu'il son personnage de mec un peu grognon, qui finalement va finir par s'ouvrir à l'amour, est plutôt touchant, il est bien fait, en tout cas il l'interprète bien, et quand sur la fin, dans le dernier tiers du film, il exprime vraiment de manière ouverte ses sentiments, je trouve que ça marche pas mal. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est tiré vers le bas par l'absence de réaction, l'absence d'étincelle avec sa partenaire féminine. Et donc au final, ça donne un résultat qui n'est pas vraiment convaincant. Les idées étaient bonnes, le concept était bon, il y avait vraiment quelque chose là qui aurait pu être réussi, mais à cause du scénario et à cause d'un casting pas tout à fait adapté, eh bien Fair Love est hélas une déception. Totalement différent, on passe à l'année 2011 avec Sector 7, réalisé par Kim Ji-hoon, donc le réalisateur de May 18th, aïe aïe aïe. Vous avez deviné que ça va aller dans le raté, dans le mauvais, puisque il n'avait pas trouvé le bon ton sur May 18th, et avec Sector 7, il le trouve pas davantage dans ce qui est un espèce de sous-alien, sous-léviathan. Ça se passe sur une plateforme pétrolière avec un ensemble d'employés sur celle-ci, et évidemment il va y avoir un monstre qui va arriver, qui va commencer à tuer les différents employés de la plateforme, et on va avoir une espèce de sous-replay ici joué par Ha Ji-won, donc la star de Duelist, et on retrouve exactement tous les clichés du sous-alien qu'on avait déjà eu droit à l'époque de Léviathan, et en plus de 25 ans, évidemment, les choses ne se sont pas améliorées, on a toujours les mêmes ficelles. Ce n'est pas amélioré non plus par le fait que la réalisation est extrêmement télévisuelle, tout est avec une lumière très forte, il n'y a pas vraiment de travail sur l'ambiance, sur l'éclairage, avec une omniprésence d'effets spéciaux digitaux également d'une qualité assez douteuse. Le monstre est également présenté dans toute sa splendeur très régulièrement, mais dans toute sa splendeur de CGI un peu foireux, avec un design qui est pas non plus ce qu'on a eu de plus impressionnant. Il a même un côté limite un peu comique. Donc comme vous voyez là, tous les ingrédients sont présents pour une espèce de série BZ de luxe, mais qui au final est aussi peu originale, peu intéressante que la plupart de ces séries B, voire même encore pire, parce que mine de rien il y avait quand même un peu de pognon, il y avait un peu de casting classieux, puisque Ha Ji-won, mine de rien, elle a quand même son petit cachet qui va avec, c'est quand même une star. On a également donc Han Sung-ki. D'ailleurs, Ha Ji-won, j'ai envie de dire, quelque part, dans son côté sous-replay, c'est peut-être ce qu'il y a de plus convaincant dans le film. Elle porte bien l'espèce de débardeur sans manches, là.
Voilà, mais on est tellement dans les clichés du genre que ça a du mal à convaincre. Hein. À moins que vous n'ayez encore jamais vu Alien ou aucun des sous-aliens, des centaines de sous-aliens qui ont suivi, et peut-être que ça marchera avec vous, mais si vous en avez déjà vu un petit peu, bah, vous connaissez la chanson, et celui-ci n'est pas fait de manière suffisamment réussie, que ce soit dans l'interprétation, la réalisation, pour que ça devienne véritablement excitant. Donc un film médiocre qui ne mérite vraiment pas le détour. Han Sung-ki, lui, il joue un espèce de personnage qui est au croisement entre Dallas, pour son côté un petit peu figure paternelle, symbole de l'autorité, et Ash pour le côté responsabilité dans la création du monstre. Il apporte un petit peu de sérieux et de classe à l'ensemble, donc sa présence est certainement au bénéfice du film, mais il n'est pas de nature à sauver ce qui est un naufrage de la part de ce réalisateur définitivement médiocre qu'est Kim Ji-hoon. Toujours en 2011, on a un film de bien meilleure qualité qui s'appelle Unbowed, réalisé par Jung Ji-young. Donc souvenez-vous, Jung Ji-young, c'était le réalisateur des Partisans du Sud, le réalisateur de White Badge, donc des films engagés et qui font partie des meilleurs films sud-coréens des années 90. Et là, il revenait après un hiatus assez important de plus d'une dizaine d'années pour faire ce Unbowed qui se base sur un fait divers réel, à savoir qu'un professeur de mathématiques avait dénoncé une erreur qui avait eu lieu sur l'examen d'entrée dans l'université pour laquelle il travaillait, et il s'était retrouvé dégradé par rapport à ça. Et il avait engagé une action en justice contre cette décision qu'il avait perdue, et suite à cette défaite judiciaire, il avait menacé le juge avec une arbalète. Et il s'était donc retrouvé à passer de nouveau devant les tribunaux, mais cette fois-ci pour une agression envers un juge. Et c'est ce qui va nous être raconté dans Unbowed à travers le personnage donc du professeur joué par Han Sung-ki, qui va s'allier avec un avocat qui va essayer donc de lui permettre d'être innocenté de cette agression. Donc comme vous l'avez deviné, on est devant un film à procès, un film à charge également. Ça c'est assez typique, j'ai envie de dire, de Jung Ji-young. C'est quelqu'un qui visiblement ne mâche pas ses mots, cinématographiquement parlant en tout cas, et qui ici fait vraiment une attaque en règle contre l'institution judiciaire en Corée du Sud, et de manière plus générale entre les différentes accointances des élites à travers le pays. Avec le personnage donc de Han Sung-ki, ce personnage de professeur qui est avec des principes extrêmement forts, voire rigides, qui croit en un certain idéal de justice, et avec une interprétation très stricte de la Constitution et des règles judiciaires, et qui essaye à tout prix de faire en sorte que celle-ci soit mise en pratique par les juges. Et ça donne quelque chose d'assez réjouissant, d'assez sympa effectivement de voir ce personnage entier rentrer dans l'art d'un certain nombre d'autres figures d'autorité dont les principes, eux, sont beaucoup plus mouvants. Et de ce point de vue-là, effectivement, le film marche bien. Comme c'est un film de procès, souvent les films de procès reposent en grande partie sur les performances des acteurs. Et donc là, ça permet vraiment à tous les acteurs impliqués, dont Han Sung-ki, de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ils sont tous très très bons. C'est un film assez rentre-dedans, hein, comme je l'ai indiqué, ce qui est prévisible de la part de Jung Ji-young. Le seul petit reproche que j'ai à faire, d'ailleurs c'est même pas vraiment un reproche, c'est plus une interrogation, c'est que, comme j'ai dit, c'est vraiment très à charge contre l'institution judiciaire coréenne, et je me demande parfois si c'est peut-être pas un petit peu trop à charge, parce que certes il y a certainement des choses qui ne marchent pas dans la justice coréenne, puisque de toute façon il y a des choses qui ne marchent pas dans tous les systèmes judiciaires à travers le monde, et la Corée ne fait certainement pas exception à ce niveau. Mais quand même, j'ai l'impression que par rapport à la période de la dictature militaire
des années 60 jusqu'aux années 80, les choses se sont quand même nettement améliorées à ce niveau, et que si il fallait faire quelque chose d'aussi agressif sur le sujet, ça aurait peut-être été un peu plus adapté de le faire durant cette période que durant l'époque actuelle de Corée du Sud, qui pour le coup me semble quand même être un petit peu mieux. Après, je ne suis pas un spécialiste des affaires judiciaires sud-coréennes, et je suis tout à fait prêt à croire qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, d'erreurs, voire de collusions qui ont lieu en Corée du Sud, et c'est certainement légitime de remuer un peu le cocotier comme il le fait. Voilà. Mais parfois je trouve qu'il y va peut-être un petit peu fortement avec Unbound, mais il n'empêche que c'est un bon film, une excellente prestation de Han Sung-ki, et probablement donc une de ses meilleures prestations durant cette période post-2000. En 2012, Han Sung-ki malheureusement n'a toujours pas retenu la leçon de May 18th ou de Secteur 7, puisqu'il joue à nouveau avec le médiocre Kim Ji-hoon pour les besoins de The Tower. The Tower, c'est en fait un complexe immobilier ultra luxueux qui va avoir un certain nombre de problèmes, et on va avoir, nous, devant les yeux, le bon vieux film catastrophe type La Tour Infernale, remis très légèrement au goût du jour, version sud-coréenne. Vu que c'est Kim Ji-hoon derrière la caméra, il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein. Ça reprend encore une fois comme il avait fait avec les clichés du film sous Alien. Donc là, c'est du cliché sous film catastrophe. Il essaye de mettre un espèce de petit sous-texte politico-social à travers un angle lutte des classes assez affirmé, mais c'est Kim Ji-hoon. Donc le résultat est assez grossier, voire franchement caricatural. Après, dans le cadre de la carrière de ce réalisateur, The Tower, on va dire que c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux, parce que certes, il applique de manière sans imagination toute la structure et les clichés habituels du film catastrophe, mais il le fait à peu près correctement cette fois-ci, en tout cas plus correctement que ce qu'il avait fait avec Secteur 7. Donc on peut au moins lui accorder cette légère amélioration. Il n'empêche que si vous êtes un habitué des films catastrophes, si vous en avez déjà mangé quelques-uns, vous n'aurez vraiment rien de nouveau à vous mettre sous la dent ici. Si vous aimez le genre, voilà, ça reste un opus convenable, mais ça n'a aucune originalité, aucun intérêt spécifique par rapport au genre dans son intégralité. Han Sung-ki, lui, joue le chef des pompiers, donc un personnage autoritaire qui est là pour prendre soin de ses équipes, pour montrer les bonnes choses à faire, et pour toujours apporter un petit peu de classe à l'ensemble. Voilà, il s'acquitte de sa tâche avec le professionnalisme qui est le sien, mais son rôle est finalement assez réduit, et il n'est pas de nature à bouleverser l'ordre des choses dans cette espèce de sous-film catastrophe tel qu'on en a l'habitude depuis des décennies. En 2014, il est à l'affiche d'un film de Cho Bum-goo qui s'appelle The Divine Move. Alors on avait déjà eu The Divine Weapon, là on a The Divine Move, qui est sur un joueur de Go qui se retrouve embringué dans une salle d'affaires avec son frère qui participe à une partie de Go underground et qui veut tricher, et qui demande donc à ce que son frère lui donne des instructions à distance. Ce qu'il va faire, malheureusement, ils vont se faire toper. Le frère va se faire tuer. Jung Woo-sung va se faire accuser du meurtre, et il va tout faire pour se venger de celui qui est derrière la mort de son frère. Il va aller chercher les gars qui ont travaillé avec son frère, et il va monter une petite équipe afin de pouvoir abattre donc cette espèce de maître du crime qui est derrière la mort de son frère. Le côté partie de Go, tout ça, c'est en fait une excuse, et en réalité ce qu'on a avec The Divine Move, c'est un film de vengeance classique, comme on a le droit depuis des années dans le cinéma coréen, avec son côté assez violent, un petit peu sadique, qui est un peu leur marque de fabrique, avec également pour le coup un côté visuel assez réussi. La photographie est plutôt jolie, il y a un côté un petit peu sombre qui est assez réussi.
Mais sorti de ça, ça reste extrêmement générique en termes de scénario. Les personnages sont pas particulièrement attachants. Mention particulière à Jung Woo-sung qui pendant le premier quart du film a toujours un espèce de collier de barbe type professeur des écoles communistes comme on en avait dans les années 70-80. C'est assez moche, on va pas se le cacher. Il n'y a rien vraiment qui permet de sortir de la masse de ce type de film. C'est pas mal foutu, mais c'est juste trop long et trop prévisible pour qu'on soit vraiment passionné et qu'on puisse faire autre chose que d'avoir un visionnage poli mais un petit peu ennuyé de la chose. Han Sung-ki, il fait partie de la bande qui va être réunie par Jung Woo-sung. C'est un joueur de Go professionnel qui est aveugle. Voilà, c'est une espèce de sage quelque part au sein de l'équipe. Il est bien, aucun problème. Mais pareil, hein, il est dans un rôle secondaire, comme pour The Tower, comme pour Sector 7. Sa participation à l'entreprise est une bonne chose pour le film, mais c'est pas de nature à changer fondamentalement la donne. Ça reste une œuvre finalement générique et très vite oubliable. En 2014, Han Sung-ki est à nouveau réuni avec le grand metteur en scène Im Kwon-taek dans ce qui est leur dernière collaboration et dans ce qui est, je crois, le tout dernier film du célèbre réalisateur sud-coréen, à savoir Revivre. Et dans Revivre, Han Sung-ki joue le cadre d'une entreprise de cosmétiques, donc un cadre assez élevé, dont l'épouse est en train de mourir. Elle est atteinte d'un cancer et il doit donc s'en occuper très régulièrement à l'hôpital. Et dans le même temps, il va y avoir une nouvelle employée qui va arriver dans sa compagnie et il va commencer à connaître une certaine attraction envers cette femme, une attraction visiblement mutuelle. Donc on est un petit peu sur le terrain de Fair Love, avec cette idée effectivement d'une relation entre une femme plus jeune et un homme plus âgé. Sauf que là, on a Im Kwon-taek derrière la caméra, donc on a quelque chose de nettement plus intéressant et nettement plus subtil comparé à Fair Love, avec justement cette mise en parallèle qui fait tout le sel du film entre la difficulté qu'il y a à prendre soin de la personne avec qui on a passé une grande partie de sa vie et tout le côté dramatique qu'il y a de voir cette personne dans une situation aussi douloureuse et difficile, et à côté de ça, l'attraction qu'on peut avoir envers quelqu'un de plus jeune, d'essayer peut-être de redécouvrir une certaine forme de passion. Et donc ça donne une réflexion sur la vie de couple, la vie amoureuse, qui, je trouve, est très bien vue, en tout cas très intelligente, subtile, qui ne propose pas quelque chose type conte de fées, comme ça peut être le cas dans les comédies romantiques, type The Romantic President, mais qui est également plus mature que Fair Love. Alors Fair Love était quand même relativement sérieux dans sa description de la relation romantique, hein. On n'était pas totalement dans ce côté cliché comédie romantique sud-coréenne, donc c'était quand même à l'actif et au bénéfice du film, mais là on est quand même dans quelque chose qui est encore un niveau au-dessus en termes de réflexion par rapport à ce que c'est, avec des vrais questionnements de ce que c'est que la vie de couple, que ce que c'est d'avoir de l'attraction ou une certaine passion envers quelqu'un. Et ça le fait avec toute l'habileté qu'on est en droit d'attendre de la part d'un réalisateur du calibre d'Im Kwon-taek. C'est quand même un petit peu surprenant, il faut le dire, de voir Im Kwon-taek dans cet univers. On est quand même assez loin des films habituels d'Im Kwon-taek qui se passent souvent dans le sud, dans un côté un peu rural, qui ont des personnages qui sont un petit peu en dehors peut-être pas totalement en dehors de la société, mais qui sont pas totalement mainstream, on va dire. Alors là, on est vraiment dans un univers à Séoul, dans un univers de bureau, type classe moyenne, tout ça, qui est pas si courant dans l'œuvre d'Im Kwon-taek. Donc ça, c'est un petit peu surprenant de sa part de le voir d'œuvrer dans cette dimension. Mais ça n'empêche pas qu'il le fait bien et que le film
est tout à fait fascinant à regarder et très touchant également. Certains des moments quand Han Sung-ki prend soin de sa femme mourante sont quand même assez déchirants, on va pas se mentir, hein, c'est assez fort je trouve. Dans le même temps, l'attraction qu'il peut y avoir entre Han Sung-ki et son employé est également très bien rendue, contrairement à ce que Farloff faisait. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une alchimie entre les deux qui fait qu'on est davantage enclin à croire à cette potentielle relation. Et puis, il y a légèrement également de présent, mais pas forcément très développé, mais qui est sous-jacent, d'une petite réflexion sur la place des apparences dans la société sud-coréenne à travers justement le fait que on est un personnage qui travaille dans une société cosmétique. Il y a beaucoup ce côté publicité avec une espèce de perfection physique qui est mise en parallèle avec la dégradation de l'état de l'épouse d'Han Sung-ki. Donc il y a un petit côté réflexion sur la culture et sur la société sud-coréenne à ce niveau, qui, comme j'ai dit, n'est pas très poussé, mais qui a le mérite d'être là et qui permet encore une fois d'enrichir thématiquement le film, donc revivre qui, de mon point de vue, même s'il est finalement assez différent dans la forme de ce que Incontech peut proposer, n'en est pas moins un excellent film de réalisateur, pas son meilleur, parce qu'encore une fois, il a fait tellement d'excellents films que c'est très dur de se placer dans le top d'Incontech, mais c'est quand même un très beau film, un très beau dernier film, et un très beau dernier rôle également pour Han Sung-ki avec ce réalisateur qui lui a déjà donné pas mal de possibilités de faire des rôles marquants, donc une ultime collaboration qui se termine de manière tout à fait satisfaisante. On change totalement de registre et même totalement de continent avec un film de 2015 qui s'appelle Last Night, réalisé par Kazuki Kiriya, qui est une œuvre assez étonnante, une œuvre totalement hybride, qui est une adaptation en fait de la célèbre histoire des 47 Ronins, mais dans un univers médiéval fantastique européen. Comme vous avez pu le voir au nom du réalisateur, donc le réalisateur est japonais, mais c'est une production américaine avec Clive Owen, avec Morgan Freeman, avec un casting assez étonnant qui fait peut-être la marque américaine sur le film, c'est-à-dire qu'on a un côté très interracial, plus à l'image de ce qu'est les États-Unis que l'image qu'on peut avoir du côté dark fantasy à l'européenne. Avec des noirs, avec des asiatiques, avec des blancs. Mais quelque part, j'ai envie de dire, pourquoi pas, et tant mieux, parce que, comme je l'ai dit, c'est une adaptation d'une histoire japonaise très connue, et tant qu'à faire dans l'hybridation, autant aller jusqu'au bout de la démarche, et effectivement assumer ce côté hybride totalement, et ce qui est le cas à travers le casting et à travers la direction artistique également, qui emprunte quelques éléments à d'autres civilisations. Il y a un petit côté également vaguement perse sur certains éléments. Enfin, c'est assez étonnant, cette espèce d'appropriation culturelle, mais je trouve que ça marche pas trop mal pour le coup. Alors évidemment, si vous êtes un habitué du cinéma japonais, vous avez très certainement déjà vu une adaptation de la célèbre histoire des 47 Ronins, d'autant plus que durant la même période, il y avait eu également une autre version hollywoodienne avec Keanu Reeves, qui elle était avec un côté fantasy beaucoup plus marqué. Donc clairement, l'histoire est connue et là, il y a pas de nouveauté par rapport à celle-ci. Donc c'est la limite qu'il peut y avoir pour ce Last Night. Mais pour autant, cette transposition, je trouve, marche plutôt bien. Les personnages sont crédibles. Comme je l'ai dit, tout ce qui est côté direction artistique est assez bien fait. On a effectivement un espèce de Moyen-Âge dark fantasy assez joli et crédible, avec un travail prononcé sur une ambiance avec la brume, en faisant de nuit, en jouant avec les éclairages, avec peut-être une très légère surabondance de filtres grisâtres, mais ça marche quand même. On a des performances tout à fait convaincues, même si parfois c'est pas évident, parce que le côté multiculturel
peut aboutir à certaines à des petites différences dans la manière de jouer entre les acteurs qui peut aboutir à un petit décalage assez désagréable, mais dans l'ensemble, je trouve que ça marche plutôt bien. On a d'ailleurs Tsuyoshi Ihara qui est également présent dans le casting, qui est un habitué lui aussi de ces espèces de productions internationales. Donc des personnages sympas, des acteurs plutôt impliqués qui font le job très correctement, une séquence d'action finale plutôt bien enlevée, et donc je trouve qu'on a une transposition qui était assez casse-gueule et qui finalement marche plutôt bien. Han Sung-ki, lui, il joue le beau-père du méchant, qui est aussi un espèce de conseiller à la cour de l'empereur. Il a tout à fait l'attitude et l'apparence qui est nécessaire pour le personnage. Et alors, petite subtilité, là pour le coup, contrairement à Battle of Wits, donc une autre coproduction, c'est vraiment lui qui parle, c'est vraiment lui qui dit ses lignes de dialogue en anglais, ce qui peut d'ailleurs parfois être un petit peu approximatif. On sent qu'il n'est pas à 100% à l'aise, mais c'est quand même cool de le voir entendre, de le voir et de l'entendre avec sa vraie voix. C'est intéressant, je trouve, de le voir ici. Son rôle est un rôle secondaire, mais il apporte une certaine majesté, une certaine ampleur à la chose qui est assez convaincante. Et donc un film qui pour moi est recommandé. Ça fait partie de ces bons hybrides de différentes cultures qui trop souvent sont massacrés par Hollywood, mais là, ça marche plutôt bien. L'année suivante, Han Sung-ki est dans un film qui s'appelle Love Hand, réalisé par Lu Zhang. Alors ça peut donner l'impression qu'il s'agit d'un film chinois, mais c'est pas le cas parce que Lu Zhang en fait est je crois que c'est un chinois d'origine coréenne, ou alors un coréen d'origine chinoise. À vous de voir comment vous voulez le mettre. Mais donc je crois que ça a été réalisé pour le coup en Corée du Sud. Alors c'est un film à petit budget qui est limite expérimental, qui commence d'abord comme une espèce d'histoire d'amour dans un asile d'aliénés. Puis ça dévie dans une autre direction et ça devient une histoire de tournage. Puis après, ça part encore dans une autre direction avec un côté errance dans un environnement industriel. Et après, ça repart encore dans une nouvelle direction avec une histoire de meurtre. Donc c'est un film qui essaye vraiment de sortir des sentiers battus. Et c'est sûr que d'un point de vue narratif, c'est le cas, puisque on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Ça part dans des directions assez incongrues, assez inconnues. Après, c'est également la limite du film parce que ça part dans des directions tellement différentes que on ne sait pas vraiment ce que le réalisateur veut en dire. Et on a un peu l'impression d'assister à un film de fin d'études où le metteur en scène veut mettre un peu tous les trucs qu'il a envie de faire, mais il sait pas trop comment s'y prendre, donc il fait une espèce d'amalgame de tout ça et il le relie de manière un petit peu artificielle. Et donc ça donne un film qui est étonnant au moins au début. C'est vrai qu'au début on est suffisamment étonné par la démarche pour se demander ce qui va se passer, mais plus ça avance et plus on se rend compte que finalement le propos du film est assez limité et de moins en moins on est dans la démarche du réalisateur, ce qui est malheureusement assez dommage. Bon, au moins le film a un avantage, c'est qu'il est court, il dure 1h10, donc on n'a pas le temps de trop s'ennuyer, on n'a pas le temps de trop se bloquer sur ses défauts narratifs ou bien en termes de réalisation, même si la réalisation est correcte, mais c'est vrai que ça a vraiment un côté très film de fin d'études. Han Sung-ki, lui, est pas mal au début, mais pareil, je trouve qu'il se délite un petit peu plus le film avance, et il n'est pas de nature à sauver ou à apporter quelque chose de plus par rapport au métrage, malheureusement. On passe à l'année 2016 avec un film qui s'appelle The Hunt, réalisé par Lee Woo-chul. The Hunt, c'est l'histoire d'un groupe de chasseurs, d'amis chasseurs, qui découvrent l'existence d'un filon d'or et qui vont faire en sorte de conserver le filon pour eux. Et ça va partir en fait dans une série d'accidents qui vont mener à la mort d'un certain nombre de personnages et à une volonté de couvrir cette mort pour pouvoir conserver les gains liés au filon d'or.
Le problème de The Hunt, c'est que le film ne sait pas en fait dans quelle direction il veut aller. On a l'impression qu'il essaye à la fois d'être un côté survival dans une forêt type Rambo, et d'un autre côté, il essaye également d'avoir un aspect drame psychologique, mais il ne met pas suffisamment tous ses pions du même côté, donc finalement il y a les deux aspects qui coexistent, mais aucun des deux n'est finalement assez convaincant par rapport à l'autre. Si vous voulez du vrai survival, tendance forestière, il y a bien meilleur que ça. Si vous voulez un drame psychologique par rapport à ce type de situation, il y a également bien meilleur que ça. Le film ne parvient jamais à être convaincant dans ces deux registres, et au final, à vouloir courir deux lièvres à la fois, eh bien, il ne satisfait personne et il est plus frustrant qu'autre chose à la vision. Donc je ne vais pas beaucoup plus m'appesantir sur ce film, c'est une déception, hélas, et c'est confirmé, j'ai envie de dire, par Han Sung-ki, qui arbore un espèce de look SDF ici, qui n'est pas du meilleur effet, et où je le trouve pas super convaincant dans le rôle. Donc si même Han Sung-ki est pas vraiment au niveau, c'est que on est en face d'un film qui ne mérite pas beaucoup plus d'intérêt que ça de votre part, à mon humble avis, évidemment. Donc pour moi, hop, on passe sur The Hunt. Et on passe à un autre film problématique, malheureusement, de 2018, qui s'appelle The Time of Humans, réalisé par Kim Ki-duk. Donc Kim Ki-duk, réalisateur bien connu de films, de festivals, de films d'auteur, avec un côté souvent très cru, qui a également été méchamment impliqué dans des polémiques par rapport à la manière dont il traitait ses actrices, tout particulièrement, avec une tendance au harcèlement sexuel, ce genre de choses. Donc des choses pas super. The Time of Human représente un de ses tout derniers films avant sa mort relativement récente. Kim Ki-duk, moi, si je mets de côté ces histoires extra cinématographiques, c'est un réalisateur que je trouve intéressant à ses débuts, mais qui, plus il avance dans sa carrière, moins ça l'est intéressant. Et donc là, je pense qu'on atteint malheureusement le sommet du raté avec ce Time of Humans qui nous propose en fait différents personnages qui vont sur un bateau pour faire une croisière, et ce bateau en fait se retrouve bloqué dans une espèce de dimension parallèle. Donc les personnages sont bloqués a priori ad vitam aeternam sur ce bateau, et évidemment ces différents personnages, il y a un criminel, il y a un politicien, il y a différents trucs. Enfin, ça représente un espèce de microcosme d'humanité, et ça va très rapidement dégénérer dans cette petite communauté à cause des ambitions de pouvoir et du côté également sexuel, les pulsions sexuelles. Tout ça va intervenir et ça va commencer à partir en couille à tous les niveaux, avec tout ce qu'il faut de violence sexuelle et pas sexuelle, et d'abus en toutes sortes. Bon, en soi, pourquoi pas, j'ai envie de dire, sur le principe, ça peut être effectivement une espèce d'analyse intéressante des prédations de l'humanité, de comment ça crée un certain nombre de problématiques qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Donc sur le papier, pourquoi pas. Le problème, c'est que le film est très long, très prétentieux également, avec un espèce de parallèle avec Adam et Ève, un espèce de parallèle religieux qui est assez balourd. Et puis c'est également très complaisant dans le côté violence et sexe, le côté dénonciation de la chose, et en fait ça me peut être plus une excuse pour Kim Ki-duk à en rajouter davantage sur l'écran, et le message sur l'humanité ou la politique est finalement réduit à portions congrues. Donc ça fait un film assez gênant, je trouve, qui potentiellement, peut-être que s'il l'avait fait à une période un peu plus en amont de sa carrière, aurait pu être davantage intéressant, mais qui là, de mon point de vue, est totalement raté et marque une conclusion assez sordide et assez triste de la carrière de Kim Ki-duk. Han Sung-ki a un rôle assez étrange, parce qu'on a l'impression que c'est un espèce de croisement entre un survivaliste et une sorte d'incarnation divine.
Il ne dit pas un mot durant tout le film. Il est toujours un peu en arrière-fond et donc il aide plus ou moins la dernière survivante de cet événement. Je sais pas trop quoi en dire honnêtement. Vu que le film est quand même assez douteux, vu qu'il a aucune ligne de dialogue, bon, je suis content de le voir, mais voilà quoi, c'est pas vraiment très convaincant pour autant. Et le dernier film dont on va parler pour conclure ces rétrospectives, c'est un film de 2019, à savoir The Divine Move, réalisé par Kim Joo-hwan. Donc encore un film avec Divine dans le titre, c'est le troisième qu'on a. Visiblement, c'est en train de devenir une constante dans la fin de carrière de Han Sung-ki. Malheureusement, si vous vous souvenez bien des deux autres Divine, que ce soit le Divine Move ou bien le Divine Weapon, à chaque fois c'était pas vraiment convaincant ces films divins, et ben celui-là ne l'est pas beaucoup plus de mon point de vue. Ici on suit un espèce de champion de MMA qui a perdu la foi et qui va se retrouver à faire équipe avec un prêtre joué par Han Sung-ki et qui va devenir une espèce de figure paternelle et qui va lui permettre de retrouver la voie en quelque sorte. Comme vous le voyez à travers ce synopsis très rapide, on est en face d'un mélange assez étrange de L'Exorciste de William Friedkin et de films d'action tendance un peu arts martiaux. Mélange étrange, donc film étrange, comme on peut s'y attendre, j'ai envie de dire. C'est un film assez bancal parce que pris isolément, chaque séquence prise isolément marche pas trop mal, mais quand on le prend dans l'ensemble du film, mis bout à bout, bah, ça donne quelque chose qui a vraiment un problème de ton, qui est trop long, encore une fois, facilement 2 heures, et qui finalement ne réussit pas à vraiment trouver le bon angle pour traiter son sujet. Alors évidemment, est-ce qu'il y a vraiment un bon angle pour réussir à mélanger questions de foi, horreur, type exorciste, et films d'arts martiaux, films sur le MMA, je suis pas certain que le mélange peut vraiment prendre. En tout cas, c'est certainement pas ce film qui va prouver le contraire, parce que même si c'est pas foncièrement raté, c'est quand même trop étrange pour que la sauce prenne correctement. Après, il y a quelques trucs assez amusants. Moi, j'avais bien aimé, par exemple, le repère du méchant qui est dans une boîte de nuit, et donc il y a un côté à la fois boîte de nuit et repère sataniste, et ça donne un petit côté assez sympatoche, je trouve, visuellement. Bon, ça reste assez léger, hein, c'est pas de nature à rendre le film impératif, mais voilà, quelques petites idées comme ça, et on a un Han Sung-ki qui est vraiment bien, pour le coup, dans cette espèce d'équivalent coréen du père Merin. Il a vraiment un côté autoritaire et un côté sûr de lui, un côté très convaincant quelque part dans sa démarche, qui permet d'élever légèrement le film par rapport à ce qu'il est, et de faire un petit peu oublier ces espèces de problèmes de ton qui sont omniprésents à travers le métrage. Donc ça fait plaisir de le voir là. Je trouve qu'il est vraiment bien choisi, il est vraiment bien casté, et il fait du bon boulot. Encore une fois, comme d'habitude dans ce genre de situation, c'est pas suffisant pour faire en sorte que le film soit bon, mais ça aide quand même pas mal à le rendre regardable et à faire oublier un certain nombre des défauts et des difficultés à trouver un ton clair par rapport à l'ensemble du métrage. Et voilà, alors malheureusement, il y avait encore d'autres films, parce que encore aujourd'hui, Han Sung-ki est très actif. Il a fait des films en 2020 et 2021, Paper Flower, In the Name of the Sun, mais c'est des films que je n'ai pas eu accès avec sous-titres. Donc j'ai préféré ne pas les regarder sans sous-titres, parce que ça a l'air des films assez dramatiques, assez sérieux, où je pense que je perdrais si jamais je les regardais sans sous-titres. Donc malheureusement, voilà, cette rétrospective, comme je l'avais dit au tout début de cette démarche, est forcément incomplète, parce qu'il a une carrière extrêmement large, il y a des trous, donc c'est dommage. On peut espérer que ceux-ci seront comblés à travers le temps avec un certain nombre des films qu'il a fait qui deviendront davantage accessibles.
Et si besoin est, peut-être que je m'amuserai un jour, comme je l'ai fait pour Children Fat, à faire une espèce de vidéo de rattrapage avec d'autres films que je n'ai pas pu couvrir dans cette série de 3 vidéos. Surtout si ceux-ci sont intéressants. Si c'est que des merdes, je ne pense pas que je me prendrai la tête à le faire, mais s'il y a vraiment des bons films, ce sera peut-être l'occasion de faire un rattrapage. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, j'espère que ça vous poussera à regarder et à apprécier certains des films dont j'ai parlé. Je vous rappelle accessoirement qu'il existe un Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, c'est forcément apprécié. Tout autre type d'aide est la bienvenue, que ce soit par des commentaires, des partages, des pouces bleus, enfin vous connaissez la procédure, hein, j'aime pas avoir à rappeler tout ça, donc je vais faire ça de manière assez brève. Et j'espère vous voir très bientôt sur la chaîne, sur une des prochaines vidéos, que ce soit rétrospective, que ce soit vidéo plus fouillée ou tout autre format. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.